De tous ces Ivoiriens qu'on commençait à dire de nationalité douteuse, les populations du Nord musulman, comme les immigrés que le vieux avait naturalisés au temps du miracle économique, Alassane Ouattara était ainsi devenu le porte-parole et le symbole, ne faisant désormais plus qu'un avec le personnage de paria que ses rivaux lui avaient fabriqué. Ont rejeté comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. Mais cette nouvelle mise à l'écart, l'ancien Premier ministre allait la partager avec d'autres cadres de l'ex-parti unique, à commencer par celui qui le premier s'était risqué au jeu de l'exclusion, disqualifié pour de mystérieuses raisons administratives. En invalidant tous ces candidats, leurs partis politiques sont interdits de participer aux élections. Par conséquent, ils n'auront pas de scrutateurs dans les bureaux de vote pour surveiller ces bureaux de vote. Par conséquent, le bourrage des urnes est inévitable. C'est la raison pour laquelle le PDCI-RDA n'a d'autre choix que de boycotter ces élections, de refuser que s'installe, que s'incruste dans le pouvoir illégitime en Côte d'Ivoire le général Gueye. Je suis heureux que les règles du jeu aient pu retenir ma candidature parce que je remplissais les conditions. Pour les frères qui n'ont pas été retenus, je demanderais tout simplement de garder leur calme. Quand on est citoyen, quand on est fils digne d'un pays souverain, doté d'une loi fondamentale, comme la Constitution qui a été massivement votée le 23 juillet dernier, on doit accepter effectivement de se soumettre à ce que votre loi vous dit. Il faut éviter de dénigrer vos magistrats. Quand le général Gueye s'est décidé à être candidat, il m'a envoyé plusieurs émissaires pour essayer d'avoir une espèce de deal pour qu'il soit président et que moi je sois Premier ministre. J'ai refusé ce deal. Donc, nous voici en campagne électorale. Le 22 octobre 2000, après ces éliminations en série, l'opposant historique restait donc le seul candidat crédible face au général, dans un scrutin qu'on croyait joué d'avance. Tout se passe dans la sérénité, tout doit se passer dans la sérénité et dans la paix. Nous n'avons pas à nous bossurer. Le vainqueur gagnera. Le général Gueye a interrompu le processus de dépouillement quand il a su que le vent tournait mal. Au moment où on faisait le dépouillement, il a fait enlever le président de la Commission nationale électorale. Il a séquestré ici même au palais de la présidence. Et lui-même, il a fait proclamer par les services du ministère de l'Intérieur des résultats. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Il a voulu s'appuyer sur l'armée pour reprendre le pouvoir, pour faire un autre coup d'État. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que dans toutes les casernes, je l'ai battu. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue.
valait vraiment. C'est Dieu qui place les hommes à la tête du pays. Il délègue son pouvoir au peuple. Et quand le peuple s'exprime, nous devons nous incliner. Vox populi, vox Dei. Je m'engage à vous dire que nous ne réécrirons pas notre constitution. Et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gueye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. Et c'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, on découvre à Yopougon ce charnier avec une trentaine de gens, et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes, au décompte, étaient des ressortissants du Nord. C'était mon premier conseil des ministres, le 27 octobre 2000, quand un huissier est rentré dans la salle du conseil des ministres pour me présenter une dépêche de l'AFP qui parlait d'un charnier qui venait d'être découvert à Yopougon. Immédiatement, j'ai envoyé le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice vérifier si les faits étaient avérés, s'il y avait vraiment un charnier. On a effectivement trouvé des corps. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas du tout que des gens ont été amenés là et tués. Je ne le crois pas. Et c'est pour des choses comme ça que je pense que ceux qui écrivent sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique devaient être un peu plus prudents. Je crois plutôt, moi, que sur les 300 morts, on dit 300, hein, ça peut être plus, mais enfin, sur les morts qui ont été causés par la bagarre après les élections de 2000, la bagarre post-électorale, on a ramassé quelques corps et on les a entassés dans un endroit pour faire mal au pouvoir. Les gens étaient bel et bien tués. Les gendarmes qui les ont tués ont littéralement reconnu qu'ils les ont tués et que s'ils avaient à le faire, ils le referaient. Ils ont donc méprisé les juges au tribunal. Ils étaient là avec leur Kalachnikov, ils ont menacé les gens. Ils n'ont pas été punis. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons beaucoup discuté des questions sécuritaires, la nécessité de faire en sorte que les forces de l'ordre deviennent véritablement républicaines, qu'elles ne prennent pas parti pour tel ou tel groupe ou parti, et qu'elles fassent leur travail comme les forces de l'ordre doivent le faire, sans brutalité, sans tuerie. Mais pour protester contre la persécution de ces militants et récuser la victoire de Laurent Gbagbo au présidentiel, le parti d'Alassane Ouattara avait boycotté les élections législatives organisées dans la foulée, si bien qu'elles n'avaient pu avoir lieu dans ce nord qui semblait se détacher sans retour du reste de la Côte d'Ivoire. Et comme si le massacre d'octobre 2000 avait libéré les forces de la division, que le vieux avait conjuré durant tout son règne,
Une éruption sans précédent se préparait à présent dans les profondeurs du pays, que 10 ans de rivalité pour le pouvoir avaient transformé en volcan. Rendue inéluctable par tous ces rendez-vous manqués avec la démocratie, la guerre civile éclatait soudain dans la nuit du 19 septembre 2002, sous l'apparence d'une rébellion dont les motivations et les instigateurs restaient pour l'heure incertains. C'était une nuit terrible. J'étais en Italie, on me réveille à 4 h du matin pour dire que le pays est attaqué. Ma première idée, c'est d'être au milieu des miens. Je ne peux pas rester à l'extérieur pendant que le peuple qui m'a élu pour le guider, pour le diriger, est attaqué. Ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer, ne nous y trompons pas, c'est une tentative de coup d'État. Ce n'est pas une simple manifestation de colère de quelques soldats. C'est une tentative de coup d'État. Je voudrais, au nom des forces nouvelles, vous saluer de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé ce matin. Mis en échec à Abidjan, les rebelles s'étaient repliés vers le nord. Et c'est dans la ville de Bouaké qu'ils avaient établi leur quartier sous le nom de Forces Nouvelles, au cœur du fief électoral d'Alassane Ouattara. Du côté loyaliste, tous les soupçons s'étaient portés sur le Burkina Faso, voisin hostile qu'on accusait d'avoir armé un complot dirigé par les ennemis de l'intérieur. Dans la confusion qui s'était emparée d'Abidjan au lendemain de l'insurrection, l'un d'eux avait d'ailleurs trouvé la mort, un autre l'avait vu en face. Nous avons été prévenus par des amis qu'il y a un groupe de militaires qui se dirigeait vers nous et qui venait d'assassiner le général Gueye, sa femme, et que c'était notre tour. Fort heureusement pour nous, nous avions comme voisin donc l'ambassadeur d'Allemagne. C'est ainsi que nous sommes allés un peu après 15 heures à l'ambassade d'Allemagne, où nous sommes restés jusqu'à ce que l'ambassadeur de France, sur instruction du président Chirac, nous ait transférés à la résidence de France vers minuit ce même soir. Mais je peux vous dire que de 15 heures à minuit, c'était une très longue attente. Parce que les escadrons de la mort étaient au portail de l'ambassadeur, menaçaient de rentrer, de nous tuer, moi-même, ma femme, certains de mes collaborateurs. Nous étions 14 ou 15 et quand nous avions su ce qui s'était passé chez le général Gueye, nous étions persuadés que ce soir-là, nous serions tués. Et Dieu merci, grâce à la France, nous sommes en vie. Et voilà comment, une fois de plus, Alassane Ouattara avait pris le chemin de l'exil, sans qu'on sache s'il était vraiment le parrain de la rébellion, comme les partisans de Laurent Gbagbo le prétendaient. Quelque temps plus tard, comme le pays restait coupé en deux malgré un cessez-le-feu signé en octobre 2002, la France avait cru bon d'inviter gouvernement, opposition et rebelles à venir faire la paix à Marcoussis, non loin de Paris. La France est aujourd'hui à vos côtés pour ramener la paix. Elle le restera pour vous aider à remettre en route votre pays. Nous ne soutenons ni une personne, ni un camp. Avec la faiblesse conjuguée de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, on s'est jeté dans les bras de celui à qui nous avions demandé de nous aider et qui ne l'avait pas fait. Alors il a fait comme il voulait. Ça ne m'a pas plu. Et je l'ai dit. Mais j'ai dit, je n'ai pas pu gagner la guerre. C'est pourquoi je suis obligé d'appliquer Marcoussis. Ne nous trompons pas, pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu.
c'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Brandir sa région et sa religion pour en faire un élément de politique nationale, c'est déstructurer la nation qui est en construction. Et c'est ce que je lui reproche à M. Ouattara. Je lui reproche et je pense que moralement, il est responsable de toutes les dérives de ses partisans, car ceux qui ont pris les armes aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire sont bel et bien ses partisans. Après l'échec de Marcoussis et plusieurs médiations infructueuses, le face-à-face s'éternisait. Finalement, c'est sous la pression internationale et à l'initiative du président sud-africain Thabo Mbeki que les acteurs de la crise ivoirienne s'étaient engagés à régler leurs comptes pacifiquement en promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. En dépit de la partition, il fallait donc croire que tout s'arrangerait bientôt au pays du vieux, où le peuple allait pouvoir choisir et connaître la paix promise. Cette guerre passera. Je ne suis pas inquiet pour ça, elle passera. Mais quand elle sera passée, nous aurons appris que celui qui n'a pas gagné les élections doit rester tranquille. C'est une des grandes leçons que nous tirerons. Et que celui qui a gagné, on le laisse gouverner. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à la démocratie, à la notion même d'alternance, dès qu'ils perdent le pouvoir, ils prennent les fusils. Autoriser l'un et l'autre à se présenter contre le président sortant, mais toujours exilés à Paris, d'où ils étaient soupçonnés de tirer les ficelles de la rébellion, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié allaient signer leur retour dans le jeu politique en plaçant leur campagne sous le signe de la réconciliation. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous des enfants du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné toute sa vie durant la force de l'union et du pardon. C'est par cette filiation dont nous sommes si fiers que notre famille se retrouve.
Ensemble, nous venons de réussir à faire revivre ce grand chef charismatique. Décidé à tirer un trait sur la lutte de palais qu'il s'était livrée à sa mort, c'est sous le regard du vieux que ses deux héritiers, le premier manipulateur et sa victime, avaient mis en scène leur pacte destiné à évincer l'opposant devenu le maître du pays. Encore un renversement d'alliance. Toujours la même bataille pour le pouvoir. À quand des élections démocratiques? Peut-être que tous les trois, nous pourrions décider aussi de ne pas être candidats et de laisser nos partis désigner d'autres personnes. Ça peut être une solution de sortie de crise, mais qu'est-ce que le pays perd et qu'est-ce que nous y gagnons? C'est encore cela la question de fond. Et je pense que le président Bédia a été président. Il est parti dans des conditions humiliantes et je pense qu'il souhaite tout de même laver son honneur, si je puis m'exprimer ici, ainsi. Je pense qu'il a, tel que je le connais, je pense qu'il a besoin d'être candidat aux prochaines élections et peut-être d'être élu pour pouvoir donc se sentir bien, je dirais, par rapport à ce qui lui est arrivé. Quand vous parlez au président Babo, il vous dira que le mandat qu'il aurait effectué, il ne l'a pas fait parce qu'il y a eu toutes sortes d'interruptions, tentatives de coup d'État, la rébellion, et qu'il voudrait pouvoir montrer aux Ivoiriens sa capacité de gouverner autrement. Et, bon, donc en ce qui me concerne, effectivement, mes options sont assez ouvertes. Je n'ai pas été président, je ne suis pas président, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Nous ne céderons pas. Nous avons comme seul arbitre notre peuple. Que celui qui veut le pouvoir vienne affronter le peuple.